Hello, I'm Richard Pena, a professor of film and media studies at Columbia University, and it's my great honor and privilege to be part of this program, Conversations with French Filmmakers, which is sponsored by Unifrance. I'm especially happy to be able to, at this time, have a conversation with an artist whose work I've admired for a long time, Christophe Honoré. Christophe, great to see you. Bonjour. Bonjour. Let me begin in saying that in preparing for this, and I was looking into your background, I didn't realize that you had worked earlier than you did in film in theater. And could you talk about your work in theater and the importance it has for your film? Bah, je crois que surtout le théâtre au début, ça a été l'occasion de faire du cinéma sans cinéma, vous voyez. C'est-à-dire c'était quand vous êtes jeune, moi je venais de Bretagne, je me souviens déjà au lycée en fait, et puis j'avais un frère aîné aussi avec qui on a créé une troupe de théâtre. Donc c'était une espèce de manière comme ça de mettre en scène, on va dire, sans avoir besoin d'avoir un producteur, d'avoir de la pellicule, d'avoir une caméra. Et puis c'est vrai que j'avais quand même, j'ai eu une adolescence très cinéphile, mais quand j'ai commencé à être étudiant, je me suis beaucoup intéressé au théâtre, je suis beaucoup allé au Festival d'Avignon, etc. Et il y avait quelque chose en fait dans le théâtre européen dans les années 90 qui était très stimulant. Et donc j'ai commencé effectivement en mettant un peu en scène des pièces que j'avais écrites à Avignon, etc. Puis après, j'ai travaillé un peu à Dijon. Et cette activité au théâtre, en fait, je l'ai poursuivie. Finalement, même après avoir réussi à avoir des caméras, un producteur et un peu d'argent pour faire des films. One aspect of your cinema that for me is always striking is your work with actors. So many wonderful performances. And I'm wondering, is directing actors for the theater different than directing actors for the cinema? Is it a good preparation for working in the cinema? Non, en fait, je crois que c'est vraiment deux choses très différentes. C'est déjà deux lieux très différents. En fait, moi, je vois le théâtre et le cinéma, si on veut faire une analogie, il faut vraiment les voir comme deux lieux différents. Et non pas tant deux techniques ou deux méthodes différentes. Et je ne sais pas comment dire ça. Au théâtre, l'acteur est roi. C'est l'acteur qui domine. Et vous, en tant que metteur en scène, vous êtes une espèce de... Je sais pas, vous ressemblez à un entraîneur de foot, vous voyez, à un coach. Vous les préparez dans un sens, vous les préparez physiquement, vous les préparez psychologiquement. Mais l'idée, c'est bien quand même de leur donner l'espace d'une très grande liberté, je sais pas, enfin c'est eux qui dirigent le spectacle. Et alors qu'un acteur de cinéma est beaucoup plus vulnérable en fait, puisqu'un acteur de cinéma, il dépend vraiment énormément du regard que vous posez sur lui, il dépend évidemment du montage, etc. Et dans un sens, j'ai envie de dire qu'un bon acteur de cinéma, c'est nul de dire ça, mais c'est vraiment dans la complicité avec le metteur en scène en fait que ça se joue, le fait qu'un acteur soit bon dans un film ou pas. Ça dépend énormément du metteur en scène. Alors qu'au théâtre, c'est pas toujours le cas. Un acteur peut échapper à son metteur en scène au théâtre, il le peut difficilement au cinéma. J'ai fait je vois Chiara Mastroianni, avec qui j'avais fait beaucoup de films, qui n'a jamais fait de théâtre, qui était terrorisé à l'idée de faire du théâtre. Là, en fait, on a fait une pièce qu'on a jouée cet hiver qui s'appelait Le ciel de Nantes. Et Chiara, elle était complètement perdue parce qu'elle me disait justement, mais tu me laisses toute seule. Elle avait l'impression que je n'étais plus avec elle en fait sur le plateau de théâtre. Et je lui ai dit que c'était justement cet espace-là qui était intéressant à trouver pour elle. Mais ça a été, je me souviens au début, elle me disait mais quel geste je fais, etc. Et je lui disais non, il y a une sorte de présent au théâtre qui t'appartient et qui est très très différent du cinéma. Et puis il y a autre chose aussi, qui est dans la place du metteur en scène. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que, en tout cas personnellement, je me sens toujours très très seul sur un film. Étrangement, alors que vous avez une grosse équipe technique, etc., il y a un sentiment de solitude très très fort, je crois, du metteur en scène et qui, à mon avis, est essentiel, nécessaire. Vous faites quand même le film avec beaucoup de gens, mais dans une solitude souvent terrible d'ailleurs, de doute, etc. Alors qu'au théâtre, et c'est pour ça que j'aime alterner film et théâtre,
il y a un groupe, vous faites partie d'un groupe et vous êtes un membre parmi ce groupe, mais la solitude, vous la ressentez pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis mes expériences au théâtre. Ce sont des expériences vraiment collectives et qui, du coup, amènent une espèce de joie collective. After you worked in theater, and I know you continue to work in theater, you went on to begin films, first with 17 fois Cécile Cassard, and then going on to Ma Mère. And of course, your first film had marked you as a talent to watch. The second film really was so audacious, the idea that you would take on Bataille in this way. Talk about that choice and what your approach to that novel was. C'était compliqué parce que, en fait, quand j'ai fait 17 fois Cécile Cassard, j'avais publié plusieurs livres en tant qu'écrivain, plusieurs romans. Et donc, j'étais naïvement, bêtement, je m'étais dit qu'il fallait que 17 fois Cécile Cassard doive tout au cinéma et rien à la littérature. Je voulais surtout pas qu'on dise que j'étais un écrivain qui faisait des films. Et ce qui était une posture idiote, mais voilà. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'assume, en fait, mon rapport à la littérature, mon rapport à la langue. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas aller dans une littérature qui est une littérature très particulière, qui est la littérature de bataille, qui traîne comme ça beaucoup de clichés autour d'elle, autour de l'érotisme, mais aussi autour de l'irreprésentabilité. Cette idée que c'est une littérature comme ça qui ne peut pas... Enfin, où il y a beaucoup de difficultés à représenter en fait une action qui serait, on va dire vite, une littérature uniquement d'idées. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, je serais pas capable de faire ça. Je pense qu'il faut avoir une espèce d'insolence que vous avez quand vous êtes en tout début de carrière. Et en même temps, c'est un film que j'aime beaucoup, même si je vois bien qu'il est bancal, qu'il est difficile pour le spectateur. C'est un film très teigneux envers le spectateur. Il est très en colère contre le spectateur, en fait. Et après, le travail sur Bataille, je me suis permis, en fait, d'adapter ce livre parce que Ma Mère, c'est un livre inachevé. Et donc, je me suis dit que le cinéma pouvait peut-être essayer d'achever quelque chose qui n'était pas achevé. Et évidemment, en fait, et ça a été toujours le cas, comme quand j'ai travaillé beaucoup sur d'après des livres, à aucun moment j'avais le projet d'adapter le livre, de l'illustrer. C'était plus de réfléchir le cinéma à partir d'un endroit de la littérature. Et là, c'était intéressant pour moi de réfléchir le cinéma à partir de cette question de l'inceste, de l'érotisme, qui était une question qui traversait beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cinéma dans ces années-là, le début des années 2000. Il y avait cette idée qu'en tant que cinéaste, je me disais, tu sauras un peu mieux le cinéaste que tu es quand tu seras confronté à filmer des scènes sexuelles, parce que là, la mise en scène ne peut pas tricher. Et donc, je l'ai pris comme un défi, voilà, ce film-là. One thing that you said that really struck me is the idea that the film does make the spectator, at least this spectator, somewhat uncomfortable. Not in a bad way. One feels the aggression. And was that something you were trying to achieve? Ouais, en fait, j'aime toujours ça. Encore aujourd'hui, en fait, j'envisage toujours le film comme une manière de jouer avec le spectateur. Alors c'est vrai que je jouais d'une manière certainement plus offensive et plus teigneuse dans mes premiers films qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, j'aime cette idée que le spectateur, enfin de ne pas oublier le spectateur, mais dans le film lui-même. C'est-à-dire, j'aime bien briser l'illusion réaliste du film. C'est pour ça que souvent dans mes films, d'ailleurs, il y a des adresses carrément aux spectateurs qui peuvent venir assez du théâtre, justement, des apartés. J'aime bien que le spectateur n'oublie jamais qu'il est dans une salle de cinéma. Ce qui peut sembler sournois de la part d'un cinéaste, parce que beaucoup de cinéastes, au contraire, veulent que les spectateurs oublient tout, oublient le monde et soient projetés comme ça. Mais moi, c'est ça que j'ai toujours aimé au cinéma, c'est cette idée que quelqu'un que c'est une conversation, tout simplement, qu'il y a une conversation entre un cinéaste et moi qui suis dans la salle, ou une cinéaste, bien sûr. Et donc, j'ai gardé cette idée-là, en fait, qu'un film doit s'amuser avec le spectateur et donc le surprendre peut-être plus que le faire rêver ou voilà, ce qui n'est pas vraiment
enfin, c'est pas dans le cadre de mes films à moi, en tout cas. After Ma Mère, which was controversial, you moved on to Dans Paris, which was, to my mind, universally praised. It's still, for me, one of my favorite films from your filmography. I mentioned before we started this conversation that I'm currently teaching a course that is partially about the French New Wave, the Nouvelle Vague. Your film is often described as being a kind of homage to the Nouvelle Vague. For me, I take that as a great compliment. I hope you do too. Can you talk about the importance of the French New Wave for your work? C'est essentiel. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait aimer le cinéma. Et vous voyez, on parlait un petit peu... j'aimais pas beaucoup mon premier film. Dans mon deuxième film, c'était un défi, mais j'étais très perdu. Et à l'époque, je travaillais avec un producteur qui s'appelle Paolo Branco, qui est un grand producteur français, portugais, franco-portugais. Et après Ma Mère, je lui ai dit non, mais je vais pas faire des films, je vais écrire des romans. J'avais une vraie... j'avais l'impression que c'était un échec, en fait. Vous voyez, c'est très difficile de rêver de cinéma et puis de commencer à en faire et d'admettre que vous n'êtes pas votre cinéaste préféré. Vous voyez ce que je veux dire, de voir que votre cinéma à vous, en fait, ça vous plaît pas tant que ça. Et en discutant avec lui, etc., à un moment, il m'a dit, mais fais un film juste pour te faire plaisir. Et je me suis replongé, effectivement, dans cette idée d'un cinéma beaucoup plus libre, qui raconte avant tout la joie de faire du cinéma. Parce que je crois que la Nouvelle Vague, c'est la question de la joie. Elle est essentielle pour moi, en fait, dans la Nouvelle Vague. Il y a comme ça quelque chose qui est assez à voir aussi avec le gai savoir. Cette idée comme ça, à un moment, que le solennel ou la tristesse, en fait, ne sont pas des vertus cinématographiques. Et que la joie, la grâce... le savoir, parce que c'est aussi ça en fait dans la Nouvelle Vague, c'est aussi beaucoup des films qui interrogent la connaissance du cinéma, mais aussi la connaissance c'est un peu une expression toute faite, mais de la vie. Et c'est comme ça en fait que j'ai conçu Dans Paris, et qui est vraiment pour moi un film fondateur en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre le genre le cinéma que je pouvais faire avec Dans Paris. Alors ce qui est forcément très compliqué, c'est que moi j'appartiens à une génération où la Nouvelle Vague, c'est pas tant mes parents que mes grands-parents. Oui. Et donc je peux me permettre, à l'époque je me disais ça en tout cas, je te laisse. d'être sentimental. Oui. En fait, avec la Nouvelle Vague. Ce que peut-être les gens qui me précédaient et qui venaient juste après la Nouvelle Vague, en fait, n'avaient pas un rapport sentimental. Et moi, j'avais un rapport vraiment sentimental. Par contre, je voulais éviter absolument d'avoir un rapport d'ordre fétichiste. Et donc, dans Paris, c'est une espèce d'imaginaire, de souvenir de la Nouvelle Vague, mais projeté dans un présent qui était cet hiver-là à Paris, avec ces acteurs-là très contemporains, Louis Garrel, Romain Duris, et puis et de se remettre dans des situations en fait qui nous évoquent la Nouvelle Vague. Et à l'époque, je travaillais donc pas mal avec Louis, et Louis avait une cinéphilie forte sur la Nouvelle Vague. Son parrain, c'est Jean-Pierre Léaud, donc forcément, souvent, en fait, on faisait des scènes et le midi, à la cantine, il disait « Mais ça te fait pas penser à ce film-là ? Mais Léo, il faisait pas ça dans le Truffaut et tout ça. » Ça revenait après, en fait. C'était pas délibéré, mais on avait une manière de tourner qui permettait, on va dire, de retrouver la Nouvelle Vague. Dans un sens assez proustien, en fait. C'est-à-dire que dans Paris, il y a un côté la Nouvelle Vague retrouvée. After that, you went on to make Love Song, Chanson d'amour, and I was really, very pleased and surprised when I saw it because the musical is sometimes a genre that's almost connected with old cinema, classic cinema, and you tried to make, and I think did make, a contemporary musical. Can you talk about the importance of the musical film for you? C'est lié à l'enfance, enfin à l'adolescence plus. Moi, mon cinéaste préféré quand j'avais 12-13 ans, c'était Jacques Demy. Et c'était un amour qui était lié à
a une proximité aussi géographique, c'est que je viens de Bretagne et ma famille vient de Nantes. Et donc, quand j'ai repéré Jacques Demy, qui était un cinéaste nantais, je me suis dit, s'il y a un Nantais qui a réussi à faire du cinéma, je devrais réussir un jour à faire du cinéma. Donc, je me le suis choisi comme une sorte de parrain imaginaire, en fait. Et puis, évidemment, d'un point de vue après plus subjectif, c'est vrai que j'étais très, très touché par Lola, qui n'est pas un film musical, mais ça a été vraiment... Ça fait partie des piliers de ma cinéphilie. Et puis, évidemment, les Parapluies de Cherbourg ensuite. Et ce film-là, Les chansons d'amour, en fait, il est très particulier parce que justement, je travaillais avec Paolo Branco. Et puis, Paolo, c'est un très grand producteur, mais c'est un producteur assez compliqué, notamment dans son rapport avec les équipes, etc. Et donc, j'avais fait 2 films avec lui. Je lui avais dit, on arrête, je vais essayer de trouver un autre producteur. Et Paolo m'a dit, non, je t'en supplie, on refait un 3e film, tu fais ce que tu veux. Et du coup, en fait, il y a Alex Bopin, qui est un ami proche, en fait, on se connaissait depuis qu'on était adolescents, avait fait un premier album de chansons très personnelles qui n'avait pas tellement marché. Et donc, j'ai commencé à écrire l'histoire à partir de ces chansons, enfin à partir d'une poignée de ces chansons de cet album. Et j'ai été voir Paolo et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un film, ça s'appelle Les chansons d'amour. Il me dit très bien, très bon titre. Et je lui ai dit, j'aimerais le faire avec Chiara, Ludivine et Louis. Et ça suffisait pour Paolo. Il voulait pas lire vraiment les scénarios, Paolo. Si vous lui vendez, il me disait très bien. Et tu veux tourner quand? Dans 2 mois. Très bien, on y va. Et il y avait comme ça une espèce de folie chez Paolo où on tournait sans avoir l'argent, avant d'avoir l'argent. Il voulait toujours qu'on soit... il me disait, il faut prendre... il faut lancer les films avant d'avoir l'argent pour le faire. Bon, maintenant, on pourrait plus faire ça. Mais bon, c'était des films qui ne coûtaient rien non plus. C'était des films très modestes d'un point de vue production. Et donc, on a lancé le film. Et puis, un soir, quand même, il m'appelle. Il me dit, mais j'ai regardé un peu le scénario et il y a des chansons dedans. Et je lui dis, oui, c'est une comédie musicale. Il me dit, ah non, t'enlèves les chansons. Ça marche pas, il faut enlever les chansons. Et je lui dis, non, voilà. Et donc, c'était quand même étrange parce que j'ai fait le film avec toujours dans la tête que peut-être le producteur allait exiger qu'on enlève toutes les chansons du montage. Et puis bon, ça n'a pas été le cas. Quand il a vu le film, en fait, il était content du film. Mais c'est vrai que ce rapport à la comédie musicale, il est de 2 ordres pour moi. Il est d'abord lié évidemment à Jacques Demy et dans un sens, les chansons d'amour, en fait, on a beaucoup dit que c'était une sorte d'hommage à Jacques Demy, mais pour moi, le vrai film, je sais pas, le film qu'on peut trouver derrière, c'est pas un film de Demy, en fait, c'est un film de Godard qui est Une femme est une femme. C'est beaucoup plus proche de ça. Voilà, c'est-à-dire c'est des films avec chansons, ce qui est très différent d'une comédie musicale. Of all the areas of film study, the one in which there's the least writing is acting. Voilà. Et en fait, j'ai pas compris que le cinéma, c'était avant tout les acteurs. Et je l'ai compris le premier jour du tournage, sur 17 fois. J'étais avec une actrice française qui s'appelle Béatrice Dalle. Et je me souviens très très bien de la première prise, en fait, où pour le coup, voilà, on avait fait plein de lumière, un mouvement de caméra, etc. Et donc je dis à Béatrice, bonjour, mon Béatrice, je la vous voyais, j'étais un peu impressionné, vous sortez de la voiture et voilà, et je me mets derrière, je dis action, et elle ne fait rien. Et donc je coupe, je retourne la voir et elle me dit parce elle m'appelait patron, mais je pense qu'elle appelle patron, elle voulait me donner confiance. Elle me dit patron, si vous me dites pas quoi faire, moi je fais rien. Et c'était une leçon très simple mais essentielle pour moi en tant que cinéaste. J'ai compris que mon travail de cinéaste était principalement un travail avec les acteurs. Et en fait j'ai adoré ça. J'ai vraiment eu de la chance. Très très vite en fait sur ce premier film que j'aime pas, mais en revanche il y avait des acteurs incroyables, Béatrice Dalle, Romain Duris, Jeanne Balibar, et je crois que c'est ce que je préfère maintenant au cinéma. Les mouvements de caméra, les trucs et tout ça, ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui. En revanche, et c'est ce que je vais réussir à obtenir d'un acteur qui m'intéresse sur un plateau. Et du coup, j'ai créé des longues complicités avec certains acteurs, avec Louis Garrel, avec Chiara Mastroianni, avec Vincent Lacoste.
C'est-à-dire que j'aime bien retravailler aussi avec des gens parce que c'est souvent eux qui sont à l'origine même du désir d'un film. Chambre 212, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à Chiara Mastroianni ? Et c'est comme ça que le film est né. Le film est né vraiment de mon envie de la faire jouer. Et c'est devenu aujourd'hui essentiel, en fait, dans mon travail de cinéaste. Je crois que vraiment, c'est ce que je préfère sur un plateau. C'est vraiment ce moment où je suis avec les acteurs et où on ne sait pas très bien comment, en fait. On voit à un moment qu'ils vous font confiance et qui sont prêts c'est atroce de dire ça parce que j'ai l'impression du coup d'être mais à tout vous donner. Et là, je viens de faire un film qui s'appelle Le Lycéen avec un très très jeune acteur qui a l'âge qu'avait Léa Seydoux dans La Belle Personne et qui n'avait pas tourné avant. Et au fil des jours, en fait, c'est un film où il y a aussi Vincent Lacoste et Juliette Binoche. Je l'ai vu se mettre à rayonner dans les plans. Et c'est vrai que c'est très touchant, en fait. Il y a quelque chose dans ce rapport avec les acteurs, que ce soit des acteurs en fait, que vous avez admirés dans les films des autres, ou alors des acteurs que vous découvrez, qui est très gratifiant finalement pour un cinéaste. Quand à un moment ça se passe bien. Bon, des fois, moi j'ai pas eu vraiment d'acteurs avec qui ça s'est pas bien passé, mais oui, c'est le socle le travail avec les acteurs, c'est vraiment le socle de mon travail de cinéaste. After this, you did go on to make with Chiara Mastroianni, who, as you've mentioned, is really someone you've worked with so often and so well, what we call in English, making plans for Lena. And watching the film again, something that struck me was what a difficult character she is. I mean, as the protagonist, she's somebody that's very hard for the audience, I felt, to feel for, to connect with. And I'm wondering, for you as a writer, what is your attitude towards your characters? Do you have to like them? Do you have to understand them? How do you work with characters like that? Because she really is a very off-putting character. Oui, c'est un personnage mal aimable. Oui. Et même un peu insupportable, en fait. Et justement, on avait commencé C'était compliqué avec Chiara, justement, parce que on avait fait les chansons d'amour et quand je lui ai proposé Non ma fille, souvent on se demandait en fait s'il fallait adoucir un peu le personnage. Et avec Chiara, au contraire, on a admis à un moment que le film ne devait pas plus la comprendre que la famille ne la comprenait. C'est un personnage qu'on ne comprend pas. On a toujours l'impression qu'elle va où ça va lui faire mal. Et qu'elle s'obstine. Voilà, c'est vraiment un personnage d'entêtement assez obsessionnel. Et alors après, j'espère quand même qu'à la fin du film, on finit par ressentir, mais c'est en même temps, c'est intéressant avec le spectateur. Parce que évidemment, l'empathie pour un personnage, à faire en sorte que les spectateurs aiment bien un personnage, c'est assez facile. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais faire un personnage qui n'est pas un personnage de méchant, parce que c'est pas une méchante non plus, mais qui est désagréable. Et ça, c'était quelque chose qui, d'un point de vue scénaristique, tout simplement, moi, m'intéressait. Jusqu'où on peut réussir à travailler ça, un personnage principal, en fait, qui est un peu déceptif, dans un sens, et qui résiste au film et qui résiste au cinéma. Je me souviens, en fait, très bien qu'à l'époque, quand j'écrivais Non ma fille, je pensais beaucoup à un film de Rohmer qui s'appelle Le Rayon Vert. Et dans Le Rayon Vert, en fait, le personnage est comme ça. Il résiste à tout. Il veut pas partir en vacances, il est pas bien avec les amis, elle veut absolument tomber amoureuse, mais les mecs sont jamais à la hauteur, etc. Et puis, il y a comme ça une manière de résister. Le personnage résiste au scénario, résiste au film et résiste à... Voilà. Et je me souviens que j'avais ce film de Rohmer en tête, en fait, quand j'ai écrit Non ma fille. Je voulais essayer cette expérience-là. Je pense que c'est aussi lié, à partir du moment où vous faites un certain nombre de films, en tant que cinéaste, vous avez envie de vous donner des défis, en fait.
Et donc, vous voulez essayer comme ça des expériences, que ce soit d'un point de vue scénario ou, comme vous dites là, d'envisager comme ça un personnage qui vous semble être un personnage qu'on n'a pas forcément vu ailleurs. Et, euh, et en même temps, voilà, je l'ai pas revu depuis ce film, donc je sais pas. Mais je me souviens qu'effectivement, les gens n'aimaient pas en fait le personnage. Quand on faisait des débats après le film, ils aimaient pas le personnage. Et le risque, évidemment, c'est que quand on n'aime pas un personnage dans le film, du coup, on n'aime pas le film. Oui. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même de réfléchir ça. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison en fait que la valeur du personnage soit la valeur du film. Quand je dis la valeur, on va dire de sympathie. Your work, many of your films, but especially films like Sorry Angel, are really much admired by my students, and especially students who either themselves are interested in LGBTQ plus issues. In a way, you've become known as an LGBTQ filmmaker. What does that mean to you? And does that bring to your mind any sense of a word that's difficult, responsibility? Bon, en France, on est très différents Ouais. Et puis, alors, on commence moi, j'appartiens à une génération où, au début, en fait, je me souviens quand j'allais aux États-Unis et que j'étais invité dans des festivals ou dans des conférences en tant que, justement, cinéaste LGBT, voilà. Et ça m'embarrassait au début. Non pas que moi je me sentais très très à l'aise par rapport à mon homosexualité et je trouvais ça pas du tout illégitime en fait, mais par contre parce que dans un esprit français on va dire universaliste un peu, c'est quelque chose en fait qui résistait. Alors aujourd'hui on est plus on- voilà, les queer studies, etc., sont aussi arrivés en France. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant, en fait, à se poser cette question. Je sais pas. Oui, vous avez raison, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité parce que je sais que, par exemple, il y a certains films, en fait, où il y a des récits avec des amours ou des personnages homosexuels qui m'énervent, par exemple, et où je veux leur apporter une réponse. Je sais que, par exemple, il y a un grand film américain qui s'appelle Moonlight, Oui. qui, pour moi, est vraiment un film qui me heurte beaucoup en tant qu'homosexuel, où je le trouve, justement, très stéréotypé et assez hypocrite, et voilà. Et donc, vous avez raison, en tant que cinéaste, en tout cas homosexuel, j'ai ce souci-là d'essayer comme ça de proposer des récits et des mises en scène de personnages gays qui échappent aux stéréotypes et qui ont comme ça une espèce de je sais pas comment dire ça, oui, qui, dans un sens, sont manifestes, en tout cas, revendiquent quelque chose. Et Sorry Angel est vraiment un film, en fait, qui essaye d'interroger ça. Un personnage à la fois séropositif, qui est certes un destin tragique, comme dans beaucoup de films, en fait, autour du sida, mais qui est mis comme ça en miroir avec un autre personnage qui est... qui échappe à beaucoup de stéréotypes. Donc, je me pose ces questions-là. Après, c'est compliqué parce que c'est aussi quelque chose, très honnêtement, qu'on vous reproche. Moi, je me souviens, par exemple, de quelques critiques, de textes critiques, en fait, sur mes films, très clairement homophobes, ou en tout cas, il plane toujours le soupçon que, ah bah oui, comme il est homosexuel, forcément, il regarde ses acteurs d'une manière un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Un truc et où vous dites, là, non, c'est cette espèce oui, de côté un peu grivois qu'il peut y avoir par moment dans la critique française, notamment, qui est très embarrassant, mais que vous entendez aussi parfois dans les festivals. Ah, encore un film avec des homosexuels. Mais vous voyez, donc vous pouvez pas ne pas l'entendre, et en même temps, je crois que je me suis assez affranchi de ça. Et puis après,
c'est une autre manière aussi de faire circuler vos films, en fait. Vos films, comme ça, s'adressent à tout le monde, mais vous savez qu'il y a une espèce de, comment on va appeler ça, une petite compagnie, voilà, de gens qui les voient un peu autrement parce que effectivement, ils accordent ces films-là, soit à leur vie, soit à leur lecture, soit à des films LGBT, lecture LGBT, vie LGBT, qui font que soudain, ils ont l'impression... Ouais, ces films leur appartiennent autrement qu'à d'autres spectateurs. Et par rapport à ces gens-là, c'est vrai que je me sens des fois responsable. And finally, to go back to what we spoke about in the beginning, your most recent film that I've seen, I know you're working on a new film, is Guermantes, which began as a project, I believe, for the Comédie Française. Can you talk about that project and how you translated that project into the film that exists today? Bon, Guermantes, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment un film qui ne devrait pas exister, qui est un film imprévu. Et au cinéma, le côté imprévu, en fait, vous voyez, ça n'existe plus. On n'arrive plus à faire des films comme ça. Et en fait, j'étais en train de répéter à la Comédie Française une adaptation, en fait, du côté de Guermantes de Proust, quand il y a eu le moment du Covid. Et donc, tout le monde est rentré chez soi, bien sûr, et on était au milieu des répétitions à peu près. Et puis, en juin, les gens de la Comédie Française m'ont dit « Mais est-ce que cette pièce, on ne va pas réussir à la jouer, on ne pourra pas la jouer, on ne pourra pas la reprendre en septembre, etc. Est-ce que tu ne veux pas la filmer ?» Et j'ai dit non, parce que le théâtre filmé, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Et puis parce que j'étais un peu vexé aussi, en fait, j'avais l'impression qu'on me privait de quelque chose, et voilà. Ils m'ont dit « Ah, c'est dommage, parce qu'on a un tout petit peu d'argent, on pourrait avoir le théâtre, et voilà. » Et donc j'étais de mauvaise humeur, j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Et puis j'ai réfléchi un peu et j'ai repensé à l'état des choses de Wim Wenders, qui est ce film en fait sur un tournage empêché, où voilà, à un moment ils n'ont plus de pellicule et le film devient le récit d'un film qui ne peut pas se faire. Et c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiant. Et donc je leur ai dit, bah voilà, si j'ai le droit de faire ce que je veux, mais non pas filmer la pièce, mais raconter en fait une pièce qui ne peut pas se faire, d'accord. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec les comédiens. J'ai pas écrit de scénario pendant 10 jours, et tous les matins on était autour de la table et je leur disais, bah aujourd'hui on va faire une scène sur ça, et on improvisait, on tournait, et le film s'est construit comme ça d'une manière très entre le documentaire et puis une espèce de joie aussi de faire quelque chose après 2 mois où on était tout seul. Et puis à un moment, bon, comme il y avait quand même cette notion un peu documentaire dedans, je me suis dit, mais qui va jouer mon propre rôle, le rôle du metteur en scène ? Et j'avais l'impression que tout allait s'effondrer si j'allais chercher un acteur pour me jouer. Et donc j'ai accepté d'être devant la caméra avec eux. Et du coup, ça a entraîné le film vraiment dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas, parce que moi, je suis très embarrassé pour être devant la caméra. Et finalement, ça en fait un film très personnel, je crois, très intime, même au sein de cette idée de l'empêchement, et aussi au sein de cette idée de qu'est-ce que c'est que le rapport d'un metteur en scène avec des acteurs, en fait. Et donc voilà, on a tourné une dizaine de jours, et le film... voilà, c'est devenu Guermantes, qui est une expérience, et on a très peu de possibilités aujourd'hui, les cinéastes, pour faire des films, on va dire, qui seraient des films d'atelier. Ouais. Vous voyez, des films comme des peintres qui à un moment font beaucoup de croquis, qui travaillent à l'atelier comme ça. Et des films d'atelier, en fait, moi j'en ai fait un ou deux. J'avais fait un film qui s'appelait Homme au bain, qui était aussi un film d'atelier qu'on avait fait comme ça en une semaine. Et j'aime bien cette idée-là d'essayer à un moment de créer du cinéma sans les outils du cinéma. Et là, c'était assez joyeux de le faire. And will you ever get to do the play on stage? En fait, donc, on a fait le film en juillet, et finalement, en mi-septembre, on m'a dit tu peux reprendre les répétitions.
Donc on a repris les répétitions, mais on fallait tout finir en 2 semaines, alors que normalement il nous restait 6 semaines. On a commencé à jouer, et au bout de la 5e, il y a eu de nouveau la vague du Covid, et on a arrêté. Donc en fait, la pièce, elle a jamais vraiment existé. Elle va peut-être être reprise plus tard, mais pour l'instant, le film est comme une trace d'une pièce invisible. Et du coup, ça, c'est intéressant. Well, we certainly hope it comes to the stage. I'd love to see it. Christophe, what a pleasure to have a chance to speak with you again. It's really been wonderful and enlightening, and as always, very provocative. So, merci beaucoup à vous. Merci. And thank you very much for watching. And please tune in again so you can follow up on our conversations with French filmmakers. Thank you.